Cette vidéo est un peu un complément d'une première vidéo que j'ai faite sur l'atome, où j'en parle pendant 1 minute de manière très accélérée. Et ici, on va prendre notre temps et je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'atome, avec son histoire, quelques faits intéressants et comment on peut l'observer. Pour connaître les origines de l'atome, il faut remonter en moins 500 avant Jésus-Christ. En effet, il y a 2500 ans, un philosophe nommé Leucippe observe la nature. En observant la nature, en voyant par exemple qu'une roche au passage de l'eau s'effrite, que l'eau, quand elle est mélangée à la terre, forme de la boue, il en conclut que la matière peut être friable, se détruire et se mélanger. Il propose donc l'idée suivante. La matière pourrait être composée de toutes petites sphères indivisibles avec des crochets. Il appelle ça les atomes. D'ailleurs, l'expression les atomes crochus provient de cette idée que deux personnes qui se ressemblent s'assemblent, comme les deux petits atomes, ces deux petites sphères avec des crochets, peuvent s'assembler pour former des molécules. Leucippe avait aussi un disciple qui s'appelle Démocrite, dont voici la tête. Démocrite, lui, il établit la loi atomiste de l'univers, et grâce à ses connaissances et à sa recherche, à lui et à son maître, ils établissent la première idée de l'atome. Si on veut continuer à parler d'atomes, mais plus généralement de chimie, il faut faire un énorme bond dans le temps. On passe dans les années 1000, 1200, 1500 avec l'avènement de l'alchimie. Les alchimistes sont les premiers à étudier la matière par expérimentation. Ils commencent donc à faire des mélanges, à découvrir les acides, à chauffer la matière pour obtenir des alliages, à imaginer que le plomb peut devenir de l'or et que différents éléments peuvent être modifiés pour en obtenir d'autres. D'ailleurs, cette idée que le plomb peut devenir de l'or, c'est pas si farfelu parce que, à l'heure actuelle, grâce à des technologies très poussées, il est possible de changer le plomb en or. Mais celui qui a révolutionné toute l'histoire de la chimie, c'est Lavoisier. En 1775, il établit sa loi de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette loi, qu'est-ce qu'elle signifie? En fait, Lavoisier, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mesuré très précisément la quantité de matière qui intervenait dans ces réactions. Par exemple, quand il observait un changement d'état ou un dégagement gazeux lors d'une réaction, il récupérait l'intégralité du gaz émis par la réaction pour pouvoir le peser. Il s'est alors rendu compte que la masse au début et la masse à la fin étaient identiques. Il s'est rendu compte que la matière ne disparaissait pas, que rien ne se perdait dans la nature, donc que rien ne se perdait, que rien ne se créait, mais qu'à l'intérieur de son système, tout se transformait. Mais si nous voulons savoir à quoi ressemble exactement un atome, il faut aller dans les années 1900, c'est donc un concept très récent. Dans les années 1904, le premier modèle de l'atome est proposé par Thomson. Thomson, ce qu'il nous dit, c'est que l'atome ne ressemble pas à l'atome que l'on connaît, avec un noyau et des électrons, mais ça ressemble plutôt à un plum pudding ou à un pain au raisin. Je vous explique. Ce que lui pense, c'est que l'atome, l'entièreté de l'atome, c'est rempli de charges positives, comme le pain est rempli de mie de pain. Mais qu'à l'intérieur de ces charges positives, il y a ponctuellement des charges négatives qu'il représente comme étant les raisins dans le pain au raisin. Ce modèle a été écarté. On sait maintenant grâce à Rutherford, Bohr et Schrödinger que l'atome possède un noyau dans lequel il y a deux espèces, les neutrons chargés neutres, qui n'ont pas de charge, et les protons chargés positivement. Autour de ce noyau gravitent des électrons qui, eux, sont chargés négativement, et ensemble, ils forment l'atome. Ce modèle que vous voyez ici, avec un noyau et des électrons qui gravitent autour, n'est pas un modèle qui est très représentatif de la réalité. En effet, le noyau, il est minuscule comparé à la taille de l'atome. Si vous deviez représenter la taille d'un atome, ce serait un terrain de foot, et la taille de son noyau, ce serait un cure-dent. La disproportion entre la taille de l'atome et la taille de son noyau fait que si vous remplissez un verre d'eau à ras-bord, il est en fait à 99% vide. L'intégralité des noyaux présents dans les atomes, si vous les superposez les uns aux autres, ne remplirait même pas 1% du verre. Revenons au dernier modèle de l'atome proposé par Schrödinger, qui est encore celui accepté aujourd'hui. Ce que Schrödinger ajoute au modèle de l'atome, c'est que la position des électrons, elle n'est pas clairement définie.
il y a des zones de probabilité de présence d'électrons, des lieux autour du noyau pour lesquels il y a de fortes probabilités qu'il y ait un électron qui soit présent dans cette zone-là, et on ne sait pas exactement où. Eh bien, ces zones de probabilité de présence d'électrons, aujourd'hui on les étudie et on appelle ça les orbitales. D'ailleurs, on sait définir la forme des orbitales, la position des orbitales autour des noyaux. On sait très bien le faire pour l'atome d'hydrogène, donc voici quelques exemples de zones de présence d'électrons. Mais dès qu'on ajoute des protons, qu'on ajoute des neutrons dans le noyau, donc on part de l'hydrogène vers l'hélium, vers le carbone, vers l'azote, vers l'oxygène, et qu'on augmente le nombre d'électrons, ces orbitales deviennent de plus en plus compliquées. Voilà pourquoi l'étude des atomes est une étude très compliquée, et pour simplifier l'histoire, on va retenir que l'atome est composé d'un noyau dans lequel il y a des neutrons qui ne sont pas chargés, des protons qui sont chargés positivement, et des électrons qui tournent autour, on ne sait pas exactement où, mais on peut définir plus ou moins où ils sont. Avec tout ça, l'atome paraît bien abstrait. Pourtant, il est possible de voir les atomes. Il y a une expérience qui a été assez populaire il y a peu de temps, dont voici l'image, où à Oxford, certains chercheurs ont réussi à faire émettre à un atome unique un rayonnement qui a pu être observé grâce à une caméra optique. D'ailleurs, si vous voulez plus de détails sur cette expérience, il y a un lien dans la description qui vous permettra de retrouver un article qui parle de cela plus en détail. Mais pour observer les atomes, il ne faut pas aller jusqu'à Oxford. Ici, à l'Université libre de Bruxelles, il y a un professeur qui s'appelle Thierry Vizard, qui donne cours de chimie générale, qui a dans ses laboratoires un microscope qui nous permet de voir la position des atomes sur une pointe d'un alliage métallique. J'ai eu l'occasion d'aller l'interviewer, et voici une petite discussion que j'ai eue avec lui. Bonjour Thierry, tu es professeur à l'Université libre de Bruxelles. Tu donnes cours en BA1, il me semble, au cours de chimie générale. Oui. Et alors pourquoi est-ce que tu regardes les atomes ? Je regarde les atomes parce que, premièrement, ils me fascinent. J'ai toujours adoré les objets plus petits que ce qui est visible, donc ça remonte à mon enfance. Mais d'un point de vue plus utile pour la société, je regarde les atomes pour mieux les comprendre. Et plus particulièrement, les atomes des solides, certains d'entre eux peuvent aider à accélérer certaines réactions et on les utilise donc dans des substances qu'on appelle des catalyseurs. Un catalyseur que beaucoup de gens utilisent sans peut-être le savoir, c'est le pot catalytique. Le pot catalytique des voitures, qui est une énorme réussite sociétale, qui a sans doute l'impact environnemental le plus important, tout domaine confondu, parce que ce système permet de convertir environ 98-99% des polluants des moteurs à essence. Alors tout n'est pas résolu, mais l'enjeu de cette recherche-là, de ce que je fais en regardant ces atomes, c'est de faire le lien entre ce pot catalytique et l'image des atomes que je suis en train de regarder. Les réactions de dépollution se déroulent à la surface de ces atomes. Ok, donc voilà. Et donc, il est important, lorsque l'on a une surface, que l'on veut l'étudier, de savoir comment se comportent les atomes à sa surface, de savoir comment ils s'agencent les uns avec les autres. Tout à fait. Donc quand on regarde une surface à l'échelle atomique, une surface d'une nanoparticule par exemple, eh bien vous avez des atomes qui sont positionnés selon certains arrangements particuliers. Par exemple, un réseau carré, un réseau hexagonal, un réseau rectangulaire. Et ces arrangements-là peuvent avoir des propriétés différentes. Simplement, selon la matière dont sont organisés les atomes, eh bien l'action catalytique, donc la réaction peut se dérouler à une vitesse différente. Et donc il faut comprendre ça pour mieux maîtriser la réaction. Okay. Et donc ceci représente une nanoparticule d'un métal, par exemple du platine, de l'or, du nickel, peu importe, c'est à peu près la même structure cristalline. Et donc voilà, chacune de ces billes représente un atome, comme je l'ai dit, et un atome qui est un objet de très petite taille, environ 1/3 de milliardième de mètre. Ça, c'est la taille que représente chacune de ces billes. Donc, on a un objet ici qui représente une particule de quelques nanomètres. Alors, pourquoi les billes sont en blanc? Bien, les billes qui sont en blanc sont les billes, les atomes de ce modèle qui sont les plus proéminents. C'est ceux qui sont les plus externes
de la surface qui est représentée, qui est visible ici. Et ces atomes, vous voyez qu'ils sont organisés différemment, mais le plus important, c'est que ces atomes, on peut les voir. Et c'est grâce à une microscopie qui a été développée au cours des années 1950 que l'homme, avec un grand H, a pu mettre en image ces atomes-là. Donc on peut voir les atomes. Cette interview n'est qu'un tout petit bout de la conversation que j'ai eue avec Thierry Vizard. Pour vous simplifier les choses, je vais tenter de vous expliquer comment fonctionne le microscope que vous pouvez voir ici. Dans ce microscope, on vient mettre une toute petite pointe très finement taillée d'un alliage. Cette pointe est en présence d'un gaz qui lui va nous permettre de révéler la position de chacun des atomes grâce à un rayonnement qu'il va émettre. En effet, les atomes vont interagir avec le gaz, l'exciter et émettre un rayonnement. Ce que l'on aura donc, c'est la position de chacun des atomes sur cette pointe. Ce que ça donne comme image, c'est ceci, où chacun des points verts est en fait la position de chacun des atomes. Cette image correspond bien au modèle qu'ils avaient prédit, qui est celui-ci. Vous vous souvenez, lors de l'interview avec Thierry Vizard, j'observe un modèle avec des petites billes. Eh bien, ce modèle avec les petites billes qui est représenté là est très similaire à l'image qu'il obtient en observant les pointes de son alliage. Ce que l'on voit est donc la position de chacun des atomes, et en connaissant la position de chacun des atomes, on sait comment les surfaces vont interagir avec d'autres éléments, avec des gaz, comme par exemple dans les catalyseurs, ou avec des solutions dans des cas plus complexes. Je vais terminer cette vidéo sur une question beaucoup plus ouverte. On sait que les atomes, qui étaient décrits comme indivisibles pendant très longtemps, sont en fait divisibles. On a les électrons chargés négativement, les protons dans le noyau chargés positivement, et les neutrons dans le noyau qui ne sont pas chargés. Ce noyau, on peut le casser pour récupérer les neutrons et les protons. Maintenant, il est possible de casser les protons pour récupérer des quarks, et dans les neutrons, on a récemment découvert qu'il y avait des bosons. C'est Engler, qui vient aussi de l'Université libre de Bruxelles, avec l'aide d'autres chercheurs, qui a pu découvrir que le boson de Higgs était la particule fondamentale de la masse dans les atomes. Donc si on arrive à séparer les atomes, les neutrons et les protons, en quarks et en bosons, est-ce qu'on va savoir séparer les quarks en matière encore plus petite, en éléments encore plus petits, ou est-ce qu'on a atteint la limite de l'infiniment petit? Thierry Vizard a répondu à cette question, je vous montre ce qu'il a répondu, et je vous laisse écrire en commentaire vos avis sur la question. Donc si tu me poses la question, je suis tout complètement incapable d'y répondre, et je pense qu'il y a peu de gens qui sont capables de répondre à cette question, ou en tout cas, je trouverais ça très, très présomptueux d'affirmer qu'on a atteint la limite, parce que voilà, les développements historiques ont montré que cette limite était au fur et à mesure repoussée, donc voilà. Même le mot atome, c'est Qui ne peut pas être séparé, séparé. qui ne peut pas être séparé, il peut l'être. Donc, et de fil en aiguille, on est arrivé à des concepts extrêmement abstraits. Donc, on parlait de la découverte de François Engler, du boson. Le boson est au départ un développement théorique, donc qui dénote d'une capacité d'abstraction absolument extraordinaire, qui, des années après, mais quand je dis des années, c'est 5 décennies après, a eu sa preuve expérimentale dans un appareil absolument gigantesque. Donc dire qu'on est arrivé à la limite, non, moi je ne peux pas, je ne le crois pas, et je ne le croirai jamais, parce que ça voudrait dire qu'on a fait le tour de la question en science. Oui. Ça me fait bizarre de dire ça, mais d'ailleurs, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. En commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je mettrai en description de la vidéo quelques articles qui pourraient vous intéresser, qui parlent de la méthode, des microscopes et des différentes images que j'ai pu présenter. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.